Coucou, me revoilà. Me revoilà pour une vidéo. On est le printemps. Alors la luminosité est un peu spéciale. Voilà, j'ai donc un peu à moitié fermé le rideau de la fenêtre. Donc vous avez donc l'éclairage de profil, le parti de mon visage qui est éclairé par la lumière du soleil par la fenêtre, est à l'autre côté, côté cuisine. Voilà, très sombre. Donc là, je suis un peu double face. Double face, voilà, Batman. Beaucoup. Mais on va pas parler donc de Batman, on va pas parler de super-héros, de films, de cinéma. On va donc faire une vidéo. Alors, normalement, je devais porter ma chemise avec, le badge de la NUP. Je me suis dit, en fait, à la base, la couleur de la gauche, c'est le rouge. Et comme on va parler historiquement du parti politique français historiquement classé à gauche sur l'échiquier politique et depuis les années 2010 qui est passé maintenant vraiment à gauche, même au centre-gauche. Je parle évidemment de ce parti lancé en 1969 où il trouve son origine dans le courant de pensée du socialisme prenant la suite de la section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, fondée en 1905 sous impulsion de Jean Jaurès. Au congrès d'Épinay en 1971, il s'élargit en intégrant d'autres forces politiques socialistes. Le parti désigne alors comme premier secrétaire François Mitterrand. Il fonde alors son action sur l'union de la gauche et l'élaboration d'un programme commun de gouvernement avec le Parti communiste français et le PCF. Je parle évidemment du Parti socialiste, évidemment présidé par son premier secrétaire Olivier Faure. Évidemment, donc depuis 2018, bien sûr, ils ont changé de QG. Le siège n'est plus dans Paris, mais à Ivry-sur-Seine. Voilà, avec donc Johanna Roland, Nicolas Meyer-Rossignol comme secrétaire délégué. Voilà, les porte-paroles, donc voilà, je vais vous dire quelques-uns. Jérôme Gage, entre autres. Voilà, Luc Carvounas, Stéphane Troussel, Rémi Cardon, Chloé Ridel, etc. Donc les jeunes socialistes évidemment pour la jeunesse. Journal donc proche du journal Le Populaire jusqu'en 70. Donc évidemment c'est idéologie, progressisme, social, démocratie, social, écologie, anticapitalisme, donc historiquement jusqu'en 91. Voilà, et donc côté marxisme au moment de sa fondation. Affiliation à la NUPES, bien sûr. Voilà, Parti socialiste européen. Affiliation européenne, International Socialist Alliance Progressiste, affiliation internationale, avec donc les chiffres de janvier 2023, voilà les derniers chiffres du nombre d'adhérents à ce parti socialiste. Il n'y en a que 42 365 adhérents revendiqués au parti socialiste. Donc les couleurs évidemment c'est pour dire rose et vert, hein, parce que bien sûr ils sont un peu écolos, un petit peu de vert. Je pense que le vert c'est par rapport... Ah oui, c'est sur le nouveau logo, oui, il y a un peu de vert. Il y a les deux petites feuilles du brun, du rose, de la rose, hein, les deux brins, la branche aussi, la branche est verte aussi, et juste, enfin voilà, t'as la main qui tient la rose avec les deux feuilles vertes, et la branche verte, voilà, feuille donc la fleur rouge, bien sûr, la rose du Parti Socialiste, avec bien sûr le P et le S, social et écologie sur le dessus, et ensuite t'as bien sûr la petite feuille, voilà, petit côté écologiste, bien sûr, de gauche, en arrière-plan du logo.
Voilà, un peu que je décrive, voilà. Donc, président de groupe, Boris Vallaud pour l'Assemblée nationale, Patrick Kanner pour le Sénat, et pour le Parlement européen, qu'on connaît moins bien, c'est Iratz Garcia. Voilà, et donc, Parti Socialiste, vous le savez qu'il y a 32 députés sur les 177, qu'il y a 66 sénateurs sur les 348 qui existent, 3 députés seulement européens, 22 présidents de conseil départemental, 5 présidents de conseil régional et 45 maires socialistes de plus de 30 000 habitants. Voilà. Donc où j'en étais sur la partie présentation. Ah voilà, j'en ai fait à peu près la moitié de la présentation. Que bien sûr, vous le savez, vous connaissez l'histoire, que François Mitterrand a remporté l'élection présidentielle de 1981 en devenant le premier chef d'État socialiste sous la Ve République, qu'il a réalisé 2 septennats présidentiels qui sont marqués par des mesures sociales, puis par le tournant de la rigueur, entre guillemets, ainsi que par 2 cohabitations avec la droite. Il est fort, François. Il était très fort, François, pour pouvoir cohabiter avec la droite. Le PS revient au pouvoir avec, bien sûr, la formation du gouvernement Jospin, avec Jacques Chirac, bien sûr, à la suite de la victoire de la gauche plurielle aux élections législatives de 1997. Lionel Jospin, vous connaissez l'histoire, la fameuse scène de son élimination à l'élection présidentielle de 2002, pardon. Mais éliminé par qui? Par Jean-Marie Le Pen, face à Jacques Chirac, dès le premier tour, arrivant en 3e position derrière le candidat d'extrême droite, donc ce que je viens de dire. Voilà, donc ce qui inaugure la fameuse décennie d'absence du PS de toute responsabilité au sein de l'exécutif. Voilà, vous connaissez la fameuse réplique de Lionel Jospin, quand il a décidé de quitter... j'ai décidé de quitter la vie politique. Ah là là. Ah, Lionel Jospin, ses lunettes blanches. Et son fameux personnage dans les guignols de l'info. Voilà. Lionel Jospin avec bien sûr la fameuse réplique dans les guignols de l'info où il finissait à chaque fois par dire que la France était un pays de merde. Je le fais bien. Voilà. Vous cherchez ça, vous tapez Lionel Jospin guignol, vous tomberez facilement sur cette fameuse réplique. Des guignols de l'info, bien sûr, avec bien sûr Jacques Chirac à l'époque où il était Premier ministre. Voilà. Et donc on va passer bien sûr tout de suite à la présidence de François Hollande. Donc désigné candidat à l'élection présidentielle à l'issue d'une primaire ouverte, François Hollande est ensuite élu président de la République en 2012. Son quinquennat est notamment marqué par sa forte impopularité et par les tensions avec les frondeurs. Les socialistes en désaccord avec la politique économique et sociale des gouvernements de Jean-Marc Ayrault, 1. Emmanuel Valls, 2. Bernard Cazeneuve, 3. 3 premiers ministres. Il est fort ce François. Enfin, les 2 François. Mitterrand et Hollande. Alors, surtout François Hollande, bien sûr, avec donc les frondeurs, voilà, Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls et Bernard Cazeneuve. Voilà. Et Emmanuel Valls, vous le savez, vous connaissez à peu près toute l'histoire d'Emmanuel Valls. Ensuite, il part en Espagne pour essayer d'être un homme politique là-bas, mais ça n'a pas marché. Après le quinquennat de François Hollande, le Parti socialiste réalise 2 scores historiquement bas à l'élection présidentielle en 2017, avec la candidature de Benoît Hamon. Voilà, Benoît Hamon avec ses 6,36% des suffrages, et en 2022 avec celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, son fameux 1,75%. Et du coup, avec ces 2 grosses défaites, évidemment, ces grosses défaites présidentielles en 2017 et en 2022, ils se sont dit, bon, du coup, il faut qu'on fasse un petit groupe, Voilà. Et là, du coup, t'as qui arrive? T'as Jean-Luc qui arrive. Jean-Luc Mélenchon avec sa NUP.
sa nouvelle union populaire, économique et sociale. Vous voyez, j'oublie pas. J'ai toujours à côté de moi mes 2 bouquins. Regardez, les 2 bouquins de Jean-Luc. Voilà. Pardon. Donc Manu, donc le parti adhère ensuite à la coalition de gauche Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, ce qui conduit à des contestations en interne, évidemment. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, c'est vrai qu'à notre côté, ils se disent, bon, on a déjà eu 2 défaites, on en a eu une défaite avec Benoît, on en a eu une deuxième avec Anne, bon, on essaie avec un homme, on essaie avec une femme, ça marche pas, bon, allez, on va essayer de gagner avec la NUP. Et ben là, on verra. Ouais, c'est que bien sûr, les prochaines élections, c'est l'année prochaine. Eh oui, c'est déjà l'année prochaine, en 2024, les élections européennes. Évidemment, avec un taux d'abstention, parce que ça ne concerne pas la France, ça ne concerne pas les Français, ça concerne les Européens. Donc, ça va être un peu spécial. Mais ça sera une autre histoire. Je vous parlerai des élections européennes quand ça sera le moment. Donc, on va passer l'histoire de ses fondements avec ses courants et l'histoire des adhérents. Voilà, le congrès, les instances nationales et locales. Attends que je regarde. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de vous connaître, c'est de vous raconter la fameuse histoire du Parti Socialiste. L'histoire du socialisme en France. Enfin, l'histoire du Parti Socialiste, plus précisément. Alors, on a donc la période... on va passer le 19e siècle, le mouvement ouvrier et les origines du socialisme français avec Jean Jaurès. Vous trouverez ça sur Wikipédia, toute l'histoire, donc de 1831 à 1905. Voilà, avec bien sûr Karl Marx, la révolte des Canuts, lyonnais, voilà, la Commune de Paris en 1871, le mouvement ouvrier, Karl Marx, donc j'avais dit ça, voilà, les idées anarcho-syndicalistes, mouvement ouvrier, la reconnaissance du droit syndical, donc la CGT bien sûr, voilà, la charte d'Amiens, l'international bien sûr, voilà, On va même passer, on va passer la période 1905-1920, de l'union à la scission, donc avec la section française de l'internationale ouvrière. Voilà, Léon Blum, entre autres. 1921-1938, c'est le cartel des gauches avec le Front populaire de Léon Blum. Voilà, 1935, la guerre d'Espagne, gouvernement Blum. Voilà, une grève générale en 1936. Voilà, 1939, Daniel Meyer, donc ça c'est du côté des résistants, parce que bien sûr on parle donc de la résistance à la 4ème République. Voilà, avec qu'est-ce que j'ai comme truc, comme info, ok, voilà, donc ensuite on parle bien sûr de Vichy, le régime de Vichy, bien sûr, voter les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Voilà, l'occupation, la résistance, l'épuration, Georges Brutel, Paul Fort, Charles Spinas, donc régime de Vichy, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, Félix Gouin, voilà, qui succède au général de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire en 1946. Voilà, les élections constituantes de 1945, avec Guy Mollet.
Donc Guy Mollet et Léon Blum. Guy Mollet qui affirme sa fidélité à la doctrine marxiste, à la lutte des classes, à l'unité de l'action avec le PCF et condamne les révisionnismes. Là, les élections législatives de novembre 1946. Le côté stalinien, bien sûr. Gaston Defferre. Henri Noguer. Voilà. Marcel Edmond Niagelin. Pierre Mendès France en 54, bien sûr, Front républicain, les élections législatives de 56, la guerre d'Algérie, le traité de Rome, Guy Mollet, la guerre d'Algérie, donc, voilà. Pierre Mendès France, Alain Savary, on passe de 58 à 71, avec bien sûr la difficulté face à la droite gaulliste. Donc avec Charles de Gaulle, bien sûr, François Mitterrand, Pierre Mendès France, le Parti socialisme autonome avec Édouard Depreux, Alain Savary, l'Union de la gauche socialiste Gilles Martinet et Claude Bourdet. Voilà, François Mitterrand donc, qui crée la Convention des institutions républicaines avec Charles Hernu et Louis Mermaz en 1964. Donc ensuite, bien sûr, il y a l'arrivée du CFTC, CFDT, Jacques Delors, 65, élection présidentielle 65, Gaston Defferre, évidemment, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Voilà, la candidature en 65 de François Mitterrand soutenue par le PCF et par le PSU. Voilà, François Mitterrand qui obtient 32% des voix au premier tour, mettant ainsi De Gaulle en ballottage à la surprise générale et 45% des voix au second tour. Voilà, ensuite on passe en 67, 68, le mouvement de mai 68 qui affaiblit la FGDS. Voilà, déclaration de François Mitterrand au stade Charletti le 28 mai 68 sur les vacances du pouvoir. Après l'échec du référendum et le départ de De Gaulle en 69, le nouveau parti socialisme, fondé au congrès d'Alfortville le 4 mai 69, désigne Gaston Defferre comme candidat à la présidence de la République. L'échec du tandem formé par Gaston Defferre et Pierre Mendès France, un peu plus de 5% des voix, tandis que Michel Rocard, alors candidat du PSU, obtient 3,6% des voix, précipite la recomposition du parti. Le PS s'élargit au congrès d'Issy-les-Moulineaux en juillet 69, avec Pierre Mauroy, entre autres, Jean-Pierre Chevènement. Voilà. On passe de 61 à 65 avec bien sûr l'ère Mitterrand, de 71 à 95, pardon, de 71 à 95, avec donc dans un premier temps la rénovation et la reconquête électorale, avec l'emblème historique du PS, bien sûr la rose au poing, évidemment le congrès d'Épinay, Robert Buron. Voilà, donc avec le congrès d'Épinay qui élit François Mitterrand comme premier secrétaire et donne mandat à sa direction de préparer un accord de gouvernement avec le PCF. Voilà, en 1974, après la mort de Georges Pompidou, François Mitterrand est à nouveau le candidat unique de la gauche. Il échoue de peu face à Valéry Giscard d'Estaing, 49,19% des voix. C'est quand même très serré ce résultat qui marque donc la progression des socialistes et de la gauche dans le pays. Voilà, ensuite, les élections cantonales de 76-79, les municipales de 77. Après, on a quoi? Ensuite, on passe en 81, on passe dans les années 80, 81, 85, début des années 80, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République qui ouvre une période nouvelle dans l'histoire du socialisme français. Donc ça a démarré bien sûr le 10 mai 1981 pour être exact. C'est la première alternance politique entre la gauche et la droite sous la Ve République
Les élections législatives de juin qui ont suivi sont un triomphe électoral pour les socialistes. Pour la première fois de leur histoire, ils obtiennent la majorité absolue à l'Assemblée nationale et devancent nettement le PCF qui enregistre un recul certain, perdant sa base électorale composée d'ouvriers au profit des socialistes. Pierre Mauroy forme un gouvernement auquel participent 4 ministres communistes, et ce jusqu'en juillet 84, mois au cours duquel Fabius devient, Laurent Fabius bien sûr, vous connaissez très bien Fabius, devient Premier ministre. Lionel Jospin donc succède à François Mitterrand à la direction du parti, pour ceux qui ne savent pas. Que Jospin a été pendant un petit moment le boss du PS. Voilà, dans un premier temps, le gouvernement Pierre Mauroy mène une politique de relance et de profondes réformes. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont aboli la peine de mort, augmentation sensible du SMIC, le minimum vieillesse et les allocations familiales, la réduction du temps de travail à 39 heures, la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans, donc la fameuse retraite à 60, la nationalisation et des nationalisations, des décentralisations et donc les nouveaux droits des travailleurs, la dépénalisation de l'homosexualité, la libération des médias, les radios libres, que tout le monde connaît maintenant, la fête de la musique avec Jacques Lang, etc. Mais rapidement, la crise économique, bien sûr, avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher comme soutien politique de la relance coordonnée et les faiblesses persistantes des entreprises françaises qui conduisent le gouvernement de Pierre Mauroy a opté dès 1982 et surtout en 1983 pour la politique de rigueur économique. Donc bien sûr avec le choix fondamental de l'économie ouverte et de la construction européenne. Voilà, indéniablement donc des profondes réformes de 81. Les socialistes français jouent un rôle très important dans le domaine européen, bien sûr, avec l'impulsion du président Mitterrand, comme leur prédécesseur l'avait fait sous la 4ème République. Jean-Pierre Chevènement quitte le gouvernement pour protester contre la politique de rigueur baptisée par Lionel Jospin comme, entre guillemets, la parenthèse libérale. C'est très intéressant. Voilà, je vais quasiment tout vous lire. Donc ensuite, bien sûr, il y a eu donc l'inflation. L'inflation donc avec donc l'économie française modernisée, les effets positifs de cette politique sont sérieusement limités, avec bien sûr le front du chômage, le PS qui perd du coup du terrain sur les élections municipales de 83 et les cantonales en 85, les européennes de 84 donc avec une baisse assez limitée, le Parti communiste voit son score réduit de moitié, avec le 18 juillet 84, avec Laurent Fabius qui remplace Pierre Mauroy comme Premier ministre, et un gouvernement auquel les communistes refusent de participer. Voilà. Blablabla. Bla, bla, bla. On passe ensuite fin des années 80, 88, la réélection de François Mitterrand avec 54% des voix. Donc le candidat socialiste qui fait campagne sur le thème de la France unie, qui se prononce pour une certaine ouverture de la majorité. Les élections législatives donc, de 88 donnent une majorité relative au PS. Michel Rocard nommé Premier ministre. En 88 toujours, en intégrant des personnalités dites d'ouverture, issues de la société civile et du centre. Donc c'est un gouvernement qui reflète la réalité de la majorité présidentielle. Mais bien sûr le PS est le seul grand parti à le soutenir. Dans le parti, donc, il y a le départ de Lionel Jospin, du premier secrétaire, donc, qui provoque des tensions au sein du courant majoritaire mitterrandiste. Donc Pierre Mauroy, donc, du coup, remplace Lionel Jospin comme premier secrétaire contre malheureusement Laurent Fabius. 2 ans plus tard, donc on est quasiment en 90, c'est ça. Voilà. Donc entre les partisans de Mauroy, Mermaz et Jospin, et ceux de la motion de Laurent Fabius, voilà, Pierre Mauroy
Donc continue à rester premier secrétaire après une synthèse qui a... Ok, 90, François Mitterrand qui engage la France dans la guerre du Golfe. Voilà, donc un choix qui est contesté par Jean-Pierre Chevènement, qui quitte le PS pour fonder le mouvement des citoyens. Ensuite, il y a le traité de Maastricht, bien sûr, avec les altermondialistes. Les années Mitterrand sont également marquées par de nombreuses affaires qui causent, avec l'échec de la lutte contre le chômage, la déroute électorale de 93, avec Édouard Balladur qui accède au poste de Premier ministre. Ensuite, donc, il y a de l'histoire entre 95 et 2002. Alors, le retrait de Jacques Delors de l'élection présidentielle. Donc, les élections de 84, oui, pour les élections de 84 à 95. Voilà, Lionel Jospin sera finalement choisi contre Éric Emmanuelli. Ah, celui-là était aussi un peu spécial. Au cours d'une primaire, donc vote direct, bulletin secret, je crois. Voilà. Donc après... donc Lionel Jospin, donc, qui réussit à être en tête des candidats du premier tour avec 23% des voix, mais perd au second tour avec 47,3% des suffrages face à Jacques Chirac. Quittant la présidence de la République, François Mitterrand encourage les socialistes à affronter le cycle politique qui s'ouvre. Il décède quelques mois plus tard, le 8 janvier 1996. Après la présidentielle, Henri Emmanuelli cède sa place à l'ex-candidat Lionel Jospin, qui fait adopter par les militants l'élection du premier secrétaire au suffrage direct des adhérents, avec ses 94,16% des voix. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, la gauche plurielle, donc avec le PCF, les Verts, le Parti radical de gauche et le MDC, remporte les élections législatives de 97 et Lionel Jospin est nommé Premier ministre de Jacques Chirac le 2 juin 97, bien sûr avec la troisième cohabitation. François Hollande, François Hollande, choisi par Lionel Jospin, qui lui succède à la tête du PS, donc élu premier secrétaire en fin novembre 97 avec 91% contre seulement les 9 petits pourcents pour notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui était donc côté gauche, qui restait de gauche maintenant. Ensuite, donc, il y a eu bien sûr 97, les conjonctures économiques, bien sûr les choix politiques, avec près d'un million d'emplois créés, la réduction du temps de travail, donc les 35 heures donc mises en place par Martine Aubry. Voilà, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, démissionne au mois d'août 2000 pour protester contre la mise en place des accords de Matignon pour ce qui concerne évidemment la Corse, bien sûr. Les années sont aussi marquées par le référendum sur le quinquennat présidentiel en 2000, l'adoption du traité d'Amsterdam en 97, ratifié en 99, donc l'institution de l'Union européenne, l'introduction de l'euro, le vote de la loi organique relative aux lois de finances en 2001, la loi relative à la solidarité et au mouvement urbain, l'adoption du PAX, évidemment la création du congé de paternité, le vote de la loi sur la parité, le vote de la couverture maladie universelle, la CMU, l'allocation personnelle d'autonomie, l'APA, ça doit être ça doit exister aussi l'APA, pour les personnes âgées et indépendants, l'institution de l'aide médicale d'État, toujours on est à peu près aux années 2000, voilà, la lutte contre les exclusions évidemment, pour les démunis et les sans-papiers,
les situations très précaires aussi, la mise en place de 700 000 emplois jeunes et la création de la fameuse prime pour l'emploi en 2001, la relance des privatisations, donc le capital de France Télécom, privatisation des assurances, etc. Le vote de la loi Voynet sur l'aménagement du territoire en 99, le vote de la loi Allègre de 99 sur l'innovation et la recherche, la loi Taubira de 2001 sur l'esclavage, la loi Guigou du 15 juin 2000 sur cette présomption d'innocence, la loi du 17 juin 1998, la prévention et la répression des infractions sexuelles et la protection des mineurs avec le suivi socio-judiciaire, j'articule bien. Alors j'ai encore 2 trucs encore sur la liste. La loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, la suppression des fonds spéciaux de l'Élysée, tout ça jusqu'à l'échec du premier tour de l'élection présidentielle 2002, au bout de la cohabitation de 5 années avec Jacques Chirac. Lionel Jospin est désigné comme candidat officiel du PS à l'issue d'un vote interne quasi unanime. Vous connaissez peut-être le slogan, vous l'avez vu sur le pupitre de Lionel Jospin quand il a annoncé son retrait. C'était le slogan, c'était présider autrement. Voilà, Lionel Jospin a failli être président, avec donc une présidence différemment de Jacques Chirac, mais seulement avec 16,18% des suffrages exprimés, le candidat socialiste est éliminé dès le premier tour avec ce fameux 21 avril, qui reste le fameux traumatisme pour les socialistes qui appellent à voter par défaut pour Jacques Chirac contre, bien sûr, Jean-Marie Le Pen. Le soir du premier tour, Lionel Jospin annonce son intention de se retirer de la vie politique dès la fin effective de la législature. Donc ça veut dire qu'il annonce un peu en avance son retrait. Par les élections législatives qui suivent la présidentielle, les Français confirment la défaite des socialistes et placent le PS dans l'opposition. Dans le courant de l'été qui suit, le premier secrétaire François Hollande intègre Laurent Fabius et ses partisans au sein de la direction du PS. 2002-2012, on parle bien sûr, surtout entre 2002 et 2007, les succès locaux et les échecs à la présidentielle 2007 évidemment. Donc je vais vous citer quelques vedettes: Benoît Hamon, Julien Drey, Christian Paul, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, qui critique le social-libéralisme, qui revendique donc, là, c'est pas de 2003 que les socialistes ils ont dit, bon allez, faut qu'on fasse une 6ème république parlementaire. Une autre partie de la gauche, qui représente donc l'ex-socialisme, donc le courant démocrate égalité, avec qui rassemble les amis d'Henri Emmanuelli et les ex-paupérinistes, voilà, dont le député des Landes Alain Vidalies, voilà, donc qui fusionne en 2002 au sein du courant du Nouveau Monde autour d'Henri Emmanuelli pardon, pas pu faire de la page, lui, Jean-Luc. Les clivages, donc on passe les clivages. Voilà, on passe en 2004 avec 31 sièges contre 22 sortants aux élections européennes. Les régionales et les cantonales, donc avec la gauche qui remporte 24 régions sur les 26. Voilà. En 2004, le PS prend possession du mariage en faveur du mariage homosexuel. Donc Lionel et Ségolène y étaient toutefois opposés. Ça aurait formé un joli couple. Non, je rigole. Lionel et Ségolène. Mais bon, mais c'est quand même cette dernière histoire là du mariage homosexuel évolue en proposant en 2007 un débat à l'Assemblée sur le sujet. Voilà.
Alors, bon, ok. Donc on passe à ça, on passe en 2005 avec le référendum du 29 mai 2005 qui se conclut par la victoire du non à presque 55% selon les sondages. François Hollande qui convoque un congrès anticipé donc au Mans. Nanana. Nanana, nanana, nanana. Voilà, donc du coup là on retrouve évidemment Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Delanoë et Ségolène en 2007. Voilà, blablabla. Voilà, avec bien sûr Laurent Fabius, Bernard Kouchner, Jacques Lang, etc. Le 22 avril 2007, Ségolène Royal accède au second tour de la présidentielle avec 25,87% des voix. Le soir même, donc Dominique Voynet pour les Verts, Olivier Besancenot pour le NPA, Arlette Laguillet pour la lutte ouvrière, Dominique Voynet, il était Vert, José Bové, je crois qu'il était ailleurs. José Bové et Marie-Georges Buffet appellent à voter pour Ségolène, bien sûr, lors du second tour du 6 mai 2007. En revanche, elle ne bénéficie pas du soutien du candidat UDF. Évidemment, ça c'est le début que François Bayrou de l'UDF se dirige peu à peu vers, dans l'avenir, vers En Marche. Voilà. Mais on est encore qu'en 2007. Hein, voilà. En 2007, avec bien sûr l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, si je ne me trompe pas. Voilà, le gouvernement François Fillon, voilà, qui débauche dans le cadre de sa politique d'ouverture 3 membres du PS. Bernard Kouchner, donc ministre des Affaires étrangères, que tout le monde connaît évidemment. Jean-Pierre Jouyet, l'ex-directeur adjoint du cabinet de Jospin, secrétaire d'État aux affaires européennes, auprès de Bernard Kouchner, bien sûr. Européennes, bien sûr, ça veut dire qu'elles sont carrément étrangères à la France, les affaires. Enfin, Éric Besson, alors lui, c'est nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. C'est pas moi qui a donné ce nom-là, c'est tout simplement Nicolas qui imaginait ça. Voilà, tous ces transfuges, donc voilà, donc ça, tous ces transfuges qui arrivent dans le gouvernement. Ça a causé de fortes perturbations à l'intérieur du parti, évidemment. Enfin, Sarkozy, voilà, enfin, au bout d'un moment, Nicolas Sarkozy qui écarte Dominique Strauss-Kahn de la scène nationale en le soutenant comme candidat de la France à la présidence du Fonds monétaire international, le fameux FMI, qui l'obtient le 28 septembre 2007 après le renoncement de son rival, l'ex-premier ministre polonais Marek Belka. À l'issue de la présidentielle, François Hollande déclare ainsi vouloir rester à la tête du PS jusqu'au prochain congrès. Nanana. Voilà. Donc ça, on se dépêche un peu. On passe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a là voilà, novembre 2018, 21 novembre 2018. Martine Aubry qui arrive en tête du second tour du vote des militants pour le poste de premier secrétaire en l'emportant face à qui à Ségolène Royal de 42 voix. C'est-à-dire de très peu. Ça s'est joué serré entre Martine et Ségolène. Le camp de Ségolène Royal conteste ce résultat, bien sûr, hein, comme c'est de très peu, voilà, en émettant des soupçons d'erreur, voire de fraude dans les comptages des voix. Mais bon,
c'est du passé. On va donc préparer l'élection présidentielle de 2012. Voilà. 2012, avec avec une idée lancée par Arnaud Montebourg, secrétaire national à la rénovation et validée par la première secrétaire Martine Aubry. Voilà. Alors. Voilà. Voilà, je passe ce gros chapitre. À partir du 30 juin 2011 et jusqu'à la fin de la primaire socialiste, Harlem Désir assure les fonctions de premier secrétaire. En tant que premier secrétaire délégué, Martine Aubry s'étant mise en retrait de la direction du parti du fait de sa candidature à la primaire. Ok. Voilà, Jean-Pierre Bel, donc élu président du Sénat le 1er octobre 2011. Voilà, alors les élections primaires pour l'élection présidentielle de 2012. François Hollande est choisi par les électeurs de gauche face à Martine Aubry pour représenter le Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Donc de Sarkozy, on passe maintenant à François Hollande, le 6 mai 2012. François Hollande élu président de la République au second tour du scrutin, 51,64% des suffrages face à Nicolas Sarkozy. Alors, Premier ministre, on a donc Jean-Marc Ayrault. Alors, avec un gouvernement composé de ministres socialistes, écologistes et radicaux de gauche. Est-ce que j'ai le détail? Je ne l'ai pas. Aux législatives, donc, le PS remporte 289 sièges. Donc, après 1981, c'est seulement la seconde fois que les socialistes disposent de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le 26 juin 2012, Claude Barthelone est élu président de l'Assemblée nationale. Voilà. Blablabla. Alors, après les élections municipales de 2014, marquées par une défaite historique de la gauche, Emmanuel Valls est nommé Premier ministre. Évidemment, c'est une nomination qui confirme l'orientation social-libérale donnée à son quinquennat par François Hollande. Et ça le rapproche du côté, anglo-saxon du blairisme, de Tony Blair. Voilà. Ça doit être ça. Alors, ce choix, donc parfois contesté à l'intérieur du PS, alors que le parti, sous la direction d'Harlem Désir, touche pas à mon pote, est jugé sclérosé. Blablabla. Blablabla. Alors. Ok. Alors, donc là, on passe la partie sur Jean-Christophe Gambadélis. Voilà, avec ce fameux nouveau logo du parti. Nanana. Donc, voilà. D'accord. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà. Alors, résultat du premier tour des élections de 2017, les élections de 2017. Donc 2017, le score est de 6,36% des suffrages exprimés. Benoît Hamon, donc, qui était candidat en 2017, donc, a obtenu le plus faible score de la gauche socialiste depuis Gaston Defferre en 69. Gaston Defferre, lui, il a quand même fait 5%. Pour le second tour, opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il appelle à battre le plus fortement possible le Front National, à battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même, je dis bien ça, c'est la phrase que Benoît Hamon
a prononcé, bien sûr, après sa défaite au premier tour, même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain. Donc déjà, ça fait un petit lien avec l'actu actuelle. Alors, la lourde défaite donc, qui suscite des critiques au sein du parti, l'aile droite comme l'aile gauche n'excluant plus un schisme, voilà, pour la fin du PS. Alors, malgré tout, le premier secrétaire, Jean-Christophe Gambadélis, annonce à la suite du premier tour un nouveau PS. Le parti d'Épinay est mort, et bien mort. Voilà, le constat partagé par Emmanuel Valls et Stéphane Le Foll. Voilà. Ensuite, donc, on termine avec le dernier gros chapitre, la restructuration et les nouvelles scissions et le maintien local de 2017 à 2022. Alors 2017, élection législative avec Guillaume Bachelet. C'est pas le chanteur du Nord, vous voyez, les Corans. Pierre Bachelet, oui, magnifique. Voilà. Alors, 2 ministres du premier gouvernement d'Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron, sont membres du Parti Socialiste, Gérard Collomb et Jean-Yves Le Drian. Cependant, Cambadélis estime qu'il s'agit d'un gouvernement de droite pour la droite et qu'il n'y a pas de ministre socialiste au gouvernement. Celui-ci dit envisager une refondation et un changement de nom après législative de 2017. Voilà. Alors, voilà, donc ensuite on voit qu'Emmanuel Valls quitte lui-même le PS et il siège dans le groupe La République En Marche comme apparenté. Jean-Christophe Gambadélis, Gambadélis reste en place jusqu'au 30 septembre 2017, date à laquelle il quitte officiellement son poste, tandis que Gambadélis propose de maintenir une direction collégiale réduite à 2 ou 4 membres, au lieu d'élire du premier secrétaire. Benoît Hamon quitte à son tour le PS en juillet 2017 pour fonder le mouvement du 1er juillet, qui devient donc le groupe Génération S. Ah oui, ça je ne savais pas, ça, qu'en fait le parti Génération S a été donc fondé par Benoît Hamon, qui avait donc quitté le PS en 2017, donc voilà, en même temps, voilà, ça me débarrasse un peu d'une partie de ce que j'avais prévu de parler de Génération S, parce que bon, comme c'est assez récent, la création de Génération S de 2017, donc j'aurais peut-être pas grand chose à vous dire là-dessus. On verra ça tout à l'heure, mais comme là c'est très long, je vais essayer de finir rapidement. Voilà. Alors la vente, donc ensuite, donc, du coup, ils font la vente du siège rue de Solferino en 2017. Voilà, pour changer un peu, pour oublier un peu le passé et penser plutôt vers l'avenir du PS, je pense. Voilà, et donc son transfert à Ivry-sur-Seine. Voilà, ils sont là-bas depuis septembre 2018. Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Olivier Faure et Emmanuel Morel sont candidats à la direction du Parti Socialiste. Voilà. Voilà, pardon. Voilà, on fait la toute dernière partie conclusive. Voilà. On va vite conclure. Voilà, désolé pour la petite sonnerie du téléphone. Un petit coup de fil de ma famille. Évidemment. Donc du coup, aujourd'hui, on fait que le Parti Socialiste. On va faire juste la vidéo Parti Socialiste. Après, on reviendra sur les bouquins de Jean-Luc. Peut-être pour parler, quand je parlerai peut-être un peu de la NUP et de la France Insoumise et de partis de gauche. Mais voilà, donc j'ai pas encore terminé l'histoire, donc j'étais en train de parler de quoi? J'étais en train de parler, ah oui, le premier tour de l'élection de la
de la direction du Parti Socialiste en janvier 2018 avec Le Foll, Carvounas, Olivier Faure et Emmanuel Morel. Et c'est donc l'élection qui voit la victoire d'Olivier Faure du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, chef du groupe donc à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, avec le champ politique réduit situé entre la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon et le centre libéral d'Emmanuel Macron, évidemment, ça reprend un peu les idées du PS, évidemment, si bien que plusieurs figures du parti, Emmanuel Valls, Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, ont rejoint La République En Marche, avec donc le mouvement Territoire de Progrès fondé en 2020. Le PS est donc en pleine reconstruction, avec la nouvelle génération de socialistes de figures peu communes au grand public. Donc ça commence évidemment en octobre 2018 avec deux figures de l'aile gauche, avec Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Morel, qui quittent le parti pour créer l'Alternative pour un programme républicain, écologiste et socialiste. Le nom est un peu long, ma foi, afin de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on était donc dans l'année 2018. En 2019, donc voilà, 2019, c'est les élections européennes de 2019. Donc les précédentes élections européennes. Le Conseil national du Parti socialisme qui dessine Raphaël Glucksmann, l'essayiste et le cofondateur de Place Publique comme tête de liste. Voilà, c'est la première fois que les élections européennes voient le PS ne pas mener une liste autonome. Et c'est la première fois depuis 1971 que le parti laisse à l'un de ses partenaires la tête de la liste à laquelle il participe. Pour protester contre cette liste, évidemment, plusieurs personnalités, dont Stéphane Le Foll et Ségolène, pas Royal, mais Ségolène Neuville, qui quittent le bureau national du PS. Voilà, donc évidemment, donc du coup, boum, 6,19% des suffrages exprimés, le PS enregistre le score le plus bas de son histoire aux élections européennes. Évidemment, les élections municipales, comme les départementales et les régionales, voient le parti se maintenir localement grâce aux alliances avec les Verts et le Parti communiste. À l'approche de l'élection présidentielle de 2022, Olivier Faure annonce une primaire interne pour désigner le candidat. Donc du coup, c'est bien sûr la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'emporte avec près de 73% des suffrages. Est-ce que c'était une bonne idée? Ouais. C'est peut-être pas la bonne idée, finalement. Malgré sa large victoire pour être candidate. Ben voilà. Bon, ok, c'est vrai qu'en face, il y avait qui en face? Le maire du Mans et ancien ministre Stéphane Le Foll. Voilà. Bon, après, c'est vrai que durant la campagne, d'autres anciens ministres comme François Rebsamen, Marisol Touraine ou Juliette Miadel, ils fondent la fameuse fédération progressiste afin de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour. Bon, malheureusement, le scrutin, c'est une débâcle sans précédent. Pardon, j'enlève mes lunettes, je relève. Voilà, c'est le scrutin qui me débâcle. Sa candidate a obtenu seulement 1,74% des voix. 1,74% des suffrages exprimés. Un score inférieur à ceux du candidat écologiste Yannick Jadot. Et pire que le communiste Fabien Roussel. Pardon. C'est vrai que il y a seulement que les candidats trotskistes, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou qui ont fait pire. Voilà. Bon, malheureusement, cet échec, le plus faible score jamais obtenu par un candidat socialiste, ça laisse planer le doute sur l'avenir du parti historique de la gauche française. Puis bien sûr, vous connaissez la suite, depuis cette élection,
Bah du coup, voilà, c'est devenu maintenant une union avec les autres partis de gauche. Voilà. Tout ça, bien sûr, pour essayer de gagner des sièges aux législatives de 2022. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, il y a eu donc, bien sûr, il y a eu des discussions avec la France Insoumise, bah, dans le but d'établir une union des partis de gauche aux côtés du Parti communiste et des écologistes, afin de présenter un candidat commun dans chaque circonscription. Bon, c'est vrai que bon, finalement, l'accord a été conclu le 4 mai et donc validé par vote le 6 mai par le Conseil national. Voilà, bon. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains, comme Anne Hidalgo, Stéphane Le Foll ou Carole Delga, qui étaient farouchement hostiles à cet accord avec Jean-Luc Mélenchon. Tout ça parce qu'ils dénoncent une réédition étant notamment en désaccord avec le fait de désobéir à certaines règles européennes. Ça veut dire la sortie de l'OTAN, le nucléaire, le PR. Bon, bah du coup, l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, bah, il quitte le parti. Bah oui, voilà. Encore une perte. Mais malgré tout, sur les 70 circonscriptions réservées au parti dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, le PS, ben, ils en emportent presque la moitié, hein, 30. Une trentaine. Hein. Bon, évidemment, hein, ça sauve le groupe parlementaire. Hein. Bon, c'est vrai que la présence de candidatures dissidentes soutenues par plusieurs cadres historiques, il y a des observateurs et des militants voilà, qui jugent que la NUP a eu l'effet d'un recadrage à gauche pour le parti. Bon, c'est vrai, si le PS était considéré comme plutôt centriste et libéral au cours de la période de François Hollande, le petit rapprochement avec Jean-Luc, la France Insoumise, bah ça a démontré un visage à gauche très important, avec la volonté de passer à une 6ème République. Et le retour, bien sûr, de la retraite à 60 ans. Eh oui, la fameuse conquête socialiste au début des années 80. Bon, c'est pas avec le MIA du groupe IAM, bon, presque. Bon, malheureusement, cette ligne assumée par le premier secrétaire Olivier Faure reste néanmoins contestée, malgré tout. Bon, c'est vrai que c'est quand même une partie des membres qui voient dans la NUPES une soumission de Jean-Luc, enfin de la France Insoumise. Ben oui. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire que l'accord finalement trouvé lors du congrès, qu'Olivier Faure comme premier secrétaire, tandis que Nicolas Meyer-Rossignol devient secrétaire délégué aux côtés de Johanna Roland. Hélène Geoffroy devient présidente du Conseil national du parti. Voilà, en avril 2023, lors de l'élection législative partielle de 2023, dans la première circonscription de l'Ariège, l'élection de la socialiste Martine Froger, soutenue par la Fédération du Parti socialiste de l'Ariège, Nicolas Mayer-Rossignol, Carole Delga, Hélène Geoffroy, Bernard Cazeneuve, Lamia El Arragé et Michael Delfos, mais bon, sans l'investiture de la direction nationale du Parti socialiste qui soutient donc l'opposante, la députée sortante, qui bien sûr ravive les tensions au sein du Parti socialiste. Voilà, c'est une fin assez bizarre, mais bon. Voilà, donc on vous refait la petite liste des premiers secrétaires du Parti socialiste dans toute l'histoire. Donc on a donc dans l'ordre Alain Savary, François Mitterrand, Lionel Jospin, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Henri Manuel, Lionel Jospin, François Hollande, Martine Aubry, Harlem Désir, Jean-Christophe Gambadélis, Rachid Temal, c'est de l'intérim bien sûr, avant de passer depuis 2018 à Olivier Faure.
Donc, porte-parole, ouais, quelques petites infos en plus. Porte-parole, donc Boris Vallaud, Pierre Jouvet et Gabriel Siri. Voilà. Donc, bien sûr, pour le Parti socialiste, il y a eu donc 2 présidents de la République. Il y a eu comme Premier ministre Pierre Mauroy au début des années 80, fin des années 80 Laurent Fabius, début des années 90 Michel Rocard ou encore Edith Cresson, Pierre Bérégovoy, Lionel Jospin, Jean-Marc Ayrault. En 2012, en 2014 on a eu Emmanuel Valls, en 2016 Bernard Cazeneuve. Voilà, au Conseil constitutionnel, on a eu donc Robert Badinter, Roland Dumas. Dans la Cour des comptes, on a eu André Chandernagor, entre autres. Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, depuis 2016. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes depuis 2020. Pierre Moscovici, donc commissaire européen de 2014 à 2019, député et député européen. Jacques Delors, président de la Commission européenne. Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, pour le FMI. Pascal Lamy pour l'OMC. Voilà, donc évidemment, donc là j'ai le tableau des scores au présidentiel pour François, Lionel, Ségolène, François Hollande, Benoît Hamon et Anne Hidalgo. Pour les législatives, évidemment, avec donc le meilleur score aux législatives, c'était 280 sièges, donc la majorité relative en coalition. Voilà, 280. Il y a eu également 255 sièges en 97, donc 280 sièges en 2012, 275 sièges en 88, 267 sièges en 1981. En 1981, c'était carrément la majorité absolue. Et la simple majorité relative en 88. Pour les sénateurs, majorité en 2011, majorité des sénateurs en 2011 avec 140 sénateurs. Et le plus bas score, c'était en 74 avec 51 sénateurs. Voilà. Voilà, la seule année, voilà, la seule période où ils étaient en majorité, c'était entre 2011 et 2014 avec donc 140 sénateurs. Pour l'élection européenne, le meilleur score c'est 31 sièges en 2004. Voilà. Et le plus mauvais score, bien sûr, ce sont les 6 sièges qu'occupe actuellement le Parti Socialiste avec Raphaël Glucksmann comme tête de liste. Pour les régionales, donc meilleur score avec 21 présidents. 21 présidents en 2004 de gauche. Voilà, 20 présidents de région en 2010. Il n'y a eu donc qu'un seul président de région en 92. Voilà, malgré les 362 conseillers régionaux. Voilà, pour les conseillers régionaux, le meilleur score c'est en 86 avec 585 conseillers. Voilà, le plus mauvais score, ça doit être normalement en 2021 avec 221 conseillers régionaux. Pour les départements, ça se joue très serré. Le meilleur score, c'était en 2004. Meilleur score en 2004 avec 834 conseillers départementaux. Et pour le côté présidence, la meilleure présidence de département, c'est 54 présidents de département en 2011. Voilà, le plus mauvais score, ça doit être avec les 16 ou 17 présidents en 92-94. Et les plus mauvais scores au niveau des conseillers, c'était bien sûr au tout début en 70, avec 263 conseillers départementaux. Pour les municipales,
qui concerne les maires des villes de plus de 100 000 habitants. Le meilleur score, c'était en 2008 avec 26 maires sur les 40 des grandes villes de France. Et le plus mauvais score, c'est voilà, en 71 ou en 83 avec 8 et 9 maires de plus de 100 000 habitants. Voilà, c'était donc, on finit avec des chiffres. Voilà, on finit l'histoire du PS avec des chiffres. Donc c'était une très longue vidéo. C'était vraiment nécessaire, évidemment. Vous avez toutes les autres infos supplémentaires en plus avec tout le côté, tous les détails avec d'autres sujets de la gauche sur Wikipédia. Voilà. Donc faut que je m'arrête maintenant parce que ça fait un moment. Il faut quand même que j'aille préparer mon petit dîner. Et nous, on va se retrouver donc là je la mets en ligne pour le 20 avril. Voilà, le 20 avril, et après je prévois de mettre le 20 avril, on va faire le 24, hein, à peu près vers le 22 ou le 24, pour vous parler de la France insoumise. Voilà. Donc toute la fameuse partie, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon. Ça sera pour la prochaine et peut-être quasiment la dernière vidéo pour le 22 ou le 24 avril. Et après on verra. J'en ferai peut-être une autre dernière parce que attends, voilà, faut que je fasse le point. Déjà je vais en faire une avec les partis de gauche de Jean-Luc Mélenchon, et après je crois, après on verra si j'aurai le temps d'en faire encore un autre avant le 1er mai, et après le 1er mai, je vous rappelle qu'après le 1er mai on parlera des syndicats. Et pour le 1er mai, bien sûr, on commencera par vous parler dès le 1er mai de l'ensemble des syndicats. Ça s'appelle l'intersyndical. On parlera de ce groupement de syndicalistes, évidemment. Et ensuite, donc, durant tout le mois de mai, ça sera du syndicalisme et de la politique avec les deux bouquins de Jean-Luc Mélenchon de 2017 et de 2022. Voilà, avec bien sûr la toute petite séquence questions cinéma avec des répliques cultes de certains films, bien sûr, pour fêter le cinéma avec le Festival international du film de Cannes tous les ans au mois de mai. Et à la fin du mois de mai, bien sûr, vous le savez, fin mai, début juin, il y a le tournoi de tennis qui dure 2 semaines à Roland-Garros, à Paris, avec les grands champions de tennis du monde. Voilà les prochains grands événements, donc le mois de mai avec tous les ponts, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, mon anniversaire, et peut-être d'autres journées de grève après le 1er mai, après donc la ratification de la retraite à 64 ans. Donc déjà début mai, le 3 mai, je crois qu'on aura une petite idée pour l'histoire d'un référendum, donc pour qu'on puisse voter sur la retraite à 64, qui sera décidée par le Conseil constitutionnel, qui n'a pas validé la première version. La deuxième version du référendum sera peut-être validée, peut-être pas, on verra. Si ce n'est pas validé, on continuera à faire grève jusqu'à ce que Macron enlève ses 2 ans de plus. Voilà. Donc évidemment, je soutiens toujours les 62 ans. Voilà, et on verra l'année prochaine le résultat des votes aux européennes. Pour la politique, évidemment, ça va continuer évidemment avec les 100 jours, mais ça c'est on a encore 99, 98, 97 jours encore à vivre avec Emmanuel et surtout avec Madame la Première ministre.
Voilà, je ferme mon écran et je vais fermer la caméra. L'obscurité va arriver. Vous allez profiter de ce magnifique soleil sur mon visage. Ce magnifique fond d'écran. Fond d'écran, oui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Pour être au courant de tout ce qui se passe, de tout ce que je vais vous raconter. La petite cloche pour prévenir de la prochaine vidéo politique ou cinématographique. Et bien sûr, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, si vous aimez ou pas. Les commentaires. Voilà, si j'ai été très clair, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous avez la page Wikipédia à consulter. Et tout ça, évidemment, dans la joie et la bonne humeur, malgré cette longueur entrecoupée par le coup de fil familial au téléphone. Et on vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc dans 2-4 jours, un petit peu plus tard, avant la fin du mois, pour finir les partis de gauche, l'histoire de quelques partis de gauche politique, avant de parler syndicats, cinéma, et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, comme on fait d'habitude. Allez, je vous laisse. Vous retrouverez évidemment mon magnifique badge de la NUP la prochaine fois. Bye bye.